Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. À droite, comment expliquer la droitisation de l'Amérique latine ces dernières années? Pourquoi le continent, qui fut il n'y a pas si longtemps l'un des bastions de la gauche à travers le monde, a-t-il basculé? Avec nous pour tenter de comprendre les raisons et les ressorts de ce virage politique spectaculaire, Vincent Harpoulet, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, vous êtes directeur en histoire économique de l'Amérique latine. Gaspard Estrada, politologue, membre de l'unité du Sud Global à la London School of Economics. Merci d'être avec nous. Messieurs, je vous propose d'abord pour commencer de regarder cette longue liste des pays où la droite a pris le pouvoir et parfois même à l'extrême droite. Ça va du Salvador au Panama en passant par la Colombie, l'Argentine, le Chili, l'Équateur, la Bolivie. Vincent Harpoulet, comment expliquez-vous cette droitisation de l'Amérique latine ? Alors bonsoir et déjà merci beaucoup de m'avoir invité à venir échanger sur cette thématique-là qui est assez essentielle et d'autant plus que certaines de ces figures sont aussi prises un peu comme modèle par une partie des droites ou des radicales européennes également. Donc je pense que c'est assez intéressant d'éclairer un petit peu quelle est la rhétorique, quelle est l'idéologie véhiculée par ces différents... Vous pensez à qui quand vous dites que certains en Amérique latine certaines sont devenus figures, des modèles? Je pense à une partie de l'extrême droite française qui prône un petit peu la mise en place de recettes similaires à celles qui ont été adoptées par Javier Milei en Argentine, qui a été un peu un des premiers à arriver sur le devant de la scène, des premiers en fait, et qui sert du coup de modèle à tous ces dirigeants qui ont été élus à la tête des différents États latino-américains dans la foulée. En fait, vous avez une reconfiguration un petit peu des droites latino-américaines de manière assez générale autour d'un logiciel beaucoup plus, ça c'est le cas de Milei notamment, beaucoup plus libertarien ou qui se revendique anarcho-capitaliste. Donc c'est l'idée qu'en fait c'est une droite qui va encore plus loin dans l'idée que l'État devrait se retirer du marché économique, mais qui en même temps se recentre aussi d'autant plus sur ses fonctions régaliennes. Et vous avez donc pour vous, c'est la question économique qui explique en grande partie l'arrivée de ces droites-là au pouvoir? Pas que, mais en partie. Ouais, il y a quand même cette question économique qui effectivement... Mais pourquoi ça plaît? Si vous voulez, en fait, il y a aussi un discours qui est porté par ces droites-là, notamment par Milei, Bolsonaro au Brésil, Cast au Chili. C'est un peu la logique selon laquelle les institutions démocratiques n'ont pas été suffisamment à même de répondre aux préoccupations des classes populaires. Et donc, finalement, il faudrait venir un petit peu abattre en fait ces institutions et pour plutôt favoriser, si vous voulez, un entrepreneuriat populaire par en bas et réduire en fait toutes les contraintes étatiques qui pourraient peser sur cet entrepreneuriat populaire. Donc c'est pour ça que c'est un discours qui plaît en fait autant à toute une partie des classes populaires latino-américaines dans ces États-là. Donc vous avez effectivement ce déterminant économique qui joue un rôle assez central, mais pas que, parce que si on prend par exemple la Colombie, les conditions matérielles de vie des classes populaires se sont quand même relativement améliorées. Alors relativement, parce qu'évidemment... c'est intéressant. Donc Gaspard Estrada, la lecture économique, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est le principal argument qui amène ces droites-là au pouvoir, ou est-ce que ce n'est pas le seul? Bonjour, je pense qu'en effet, il y a une usure du pouvoir qui contribue à ce que les gouvernements en place et qui étaient majoritairement positionnés à gauche, au centre-gauche, subissent justement l'effet de cette usure du pouvoir, notamment compte tenu en fait du manque de croissance économique, du manque de redistribution économique. Il ne faut pas oublier que l'Amérique latine a été durement impactée par la pandémie et que les gouvernements qui avaient été élus dans le cycle électoral précédent avaient été élus justement de ce contexte post-pandémie, et pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas réussi justement à donner des preuves tangibles de succès économique, ce qui a alimenté ce discours de défiance vis-à-vis des élites, non seulement politiques, mais aussi économiques, et dans un contexte où il y a une désinhibition de la parole, notamment à droite, voire à l'extrême droite, ce qui contribue justement à alimenter ce discours anti-politique qui est au cœur justement des propositions de ces nouveaux présidents élus en Amérique latine. Mais Gaspard Estrada, votre analyse, elle vaut peut-être, on pourrait dire, aller pour 1, pour 2, pour 3 pays, mais comment expliquer cette lame de fond? Est-ce qu'il y a une théorie des dominos? Alors rappelons que, hormis le Brésil, je parle sous votre contrôle, ces pays partagent une langue en commun, l'espagnol. Est-ce que ça va vite avec les réseaux sociaux? Comment expliquez-vous ce raz-de-marée au fond de droite? Alors,
je l'explique d'une part parce que dans le cycle électoral antérieur, la plupart de ces pays étaient gouvernés à gauche ou à centre-gauche, selon les positionnements, et donc il était naturel que l'alternance elle se fasse donc à l'opposition et donc vers des candidats plutôt à droite. Néanmoins, ce qui est différent, et là où je pense qu'il y a quand même un élément important qu'il faut mettre en avant, c'est cette nouveau narratif de Petite rupture, on voit l'image. éloigné de la droite latino-américaine. Ouais. On a une petite coupure, pardonnez-moi. De la droite latino-américaine traditionnelle. Ouais. On voit l'image d'une femme, d'ailleurs, c'est peut-être une des rares, on peut même dire la seule, d'ailleurs, dans un monde plutôt très masculin, très machiste en tous les cas. Une question tout de même sur la sécurité. Nayib Bukele au Salvador, les images ont fait le tour du monde, des prisonniers, le crâne rasé, tatoués. Ça, c'est aussi la carte que jouent beaucoup ces dirigeants-là pour l'emporter, c'est nous allons amener la sécurité. Tout a échoué face au cartel de la drogue, face aux gangs. Alors ça aussi, effectivement, c'est un élément qui mobilise beaucoup derrière ces droites-là. Et c'est notamment le cas en Colombie assez récemment, si vous voulez, où en fait, si vous voulez, là, le principal vecteur, j'ai l'impression, de mobilisation en faveur d'Abelardo de la Espriella, c'était justement cette question sécuritaire. Parce qu'un des éléments sur lesquels Petro, en fait, ou en tout cas le bilan de Petro peut être nuancé ou critiqué un petit peu, c'est le fait justement que à la fin de sa présidence, vous avez plus de personnes en armes qu'au début de sa présidence. Donc ça, c'est un élément qui a beaucoup joué aussi dans le fait que quelqu'un comme Espriella arrive au pouvoir avec un discours qui consiste à dire, à s'inspirer beaucoup en fait de ce que fait Bukele, c'est-à-dire donner beaucoup plus de garanties aux forces de police ou aux militaires pour intervenir. Mais la méthode dure, vous parlez de la Colombie, évidemment. Oui. Ça n'a pas forcément fonctionné. La méthode dure aussi, il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment l'alternance qui joue là pour le coup. Oui, tout à fait. Oui, il y a ça qui joue. Et effectivement, il y a aussi un discours. Alors, moi, ce que je trouve intéressant avec la rhétorique qui est mobilisée par Bukele, c'est aussi l'idée de dire que en tout cas au Salvador, c'est un peu l'idée qui s'impose. On a vu un peu la même chose en Équateur aussi, où le président Daniel Noboa, qui est également récemment arrivé au pouvoir dans le cadre de cette dynamique-là, s'est beaucoup inspiré de cette logique-là, c'est de dire que tout mouvement qui viendrait fragiliser le pouvoir en place dans sa lutte contre le narcotrafic est susceptible finalement d'être lié d'une manière ou d'une autre au narcotrafic. Et donc, c'est un peu une réactualisation de la logique de guerre subversive, si on peut le considérer sous cet angle-là, c'est-à-dire que cette logique qui était en vigueur au cours de la guerre froide et qui consistait à dire qu'il fallait réprimer pour éviter toute forme de subversion interne susceptible d'être liée d'une manière ou d'une autre ou de plus ou moins près au communisme, c'est un peu réactualisé, sous l'influence d'ailleurs aussi de Trump qui mobilise un peu tous ces gouvernements-là dans le cadre d'un sommet comme le bouclier des Amériques récemment, où l'idée c'était un peu de coordonner les efforts de ces gouvernements pour mieux lutter contre le narcotrafic officiellement. Donc il y a aussi cette logique effectivement qui joue. Gaspard Estrada, une réaction sur la question sécuritaire. Est-ce que c'est aussi ce qui nourrit ce vote pour la droite et pour les partis ultra-conservateurs et populistes en Amérique latine? Alors oui, je pense que ça c'est un autre élément qui est important en fait pour pouvoir analyser ce cycle électoral par rapport à d'autres par le passé. Je peux vous donner un exemple. Il y a 10 ans, la question de la corruption, la thématique de la corruption était au cœur des préoccupations des Latino-Américains. Aujourd'hui, cette situation a évolué. Selon les sondages d'études, d'opinion qui ont été publiés au niveau régional ces derniers mois, je pense notamment au Latino Barómetro, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, les thématiques de la sécurité, de l'insécurité, de lutte contre l'immigration illégale sont au cœur des préoccupations des Latino-Américains, et cette évolution dans les tendances de l'opinion explique justement cette attention qui est donnée à ces thématiques, et cela bénéficie en effet les candidats de droite, voire d'extrême droite en Amérique latine. Est-ce qu'il y a eu un effet Trump ? Oui, je pense qu'il y a eu un effet Trump dans le sens où Donald Trump a désinhibé la parole des femmes et hommes politiques dans la région. Il y a aussi une volonté de revendiquer une filiation avec le président américain, et cela dans un contexte où les États-Unis souhaitent eux aussi être davantage présents en Amérique latine à la manière forte, c'est-à-dire par le biais des pressions, des menaces, mais dans un contexte économique qui a beaucoup évolué ces dernières années et où la Chine est beaucoup plus présente aujourd'hui en Amérique latine. On a souvent entendu d'ailleurs le Trump argentin, le Trump des tropiques. Il y a vraiment cette connexion nord-sud ?
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il y a vraiment Milei se revendique, en tout cas, chercher à réaligner l'Argentine totalement sur les positions diplomatiques adoptées par Trump. Il y a une filiation idéologique aussi, en fait, toujours un peu cette même idée selon laquelle toute forme d'institution qui reposerait sur la délibération collective représenterait une entrave finalement à des gouvernements qui seraient là pour permettre l'entrepreneuriat populaire, etc. Enfin, la consolidation, en tout cas, des classes populaires sous cet angle-là. Enfin, il y a vraiment ce discours qui est porté qu'on retrouve aussi en fait du côté de Trump et qu'on retrouve dans sa conception aussi du droit international. On a vu la manière dont il était intervenu au Venezuela, c'était vraiment l'idée que finalement il n'avait pas besoin de passer par de grandes instances multilatérales dans lesquelles on aurait dû négocier pour une intervention. Il l'a fait tout seul dans son coin en partant du principe que voilà, toute forme d'institution reposant sur la délibération, encore une fois, représenterait une entrave. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a vraiment une filiation. On a parfois du mal à s'y retrouver sur l'échiquier politique latino-américain. Est-ce qu'il y a une distinction entre droite et extrême droite? Je disais tout à l'heure parfois avoir droitisation. Est-ce qu'en Europe, les curseurs sont souvent clairement définis pour les électeurs et les électrices? En Amérique latine, qu'en est-il? Alors, en fait, je pense aussi que ce qui est peut-être valable d'ailleurs pour la gauche, parce que les gauches, en général, en Amérique latine, vu le contexte, sont assez radicales en général, dans le sens... Vous savez, mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on a aussi une reconfiguration, j'ai l'impression, de chaque côté du spectre politique. C'est-à-dire que du côté de la droite, en fait, si vous voulez, vous avez un phénomène de balancier qui, au Chili, en fait, ça a toujours un peu été le cas depuis la transition démocratique. C'est-à-dire que vous avez systématiquement un phénomène de balancier entre centre-droit, centre-gauche. Et là, récemment, ce phénomène de balancier s'est poursuivi, mais entre une gauche qui se revendique plus radicale, qui était incarnée par Gabriel Boric, qui était au pouvoir avant l'arrivée au pouvoir de José Antonio Cast, et une droite, du coup, plus radicale qui émerge dans un contexte de défritement ou de marginalisation de la droite plus traditionnelle. Et vous avez le même phénomène qui s'opère en Colombie où la droite traditionnelle s'est effondrée, en Argentine aussi, mais en même temps cette droite traditionnelle continue à jouer un rôle assez central malgré tout, parce que ces mouvements libertariens ou de droite radicale qui arrivent au pouvoir ne disposent pas de suffisamment de majorité au Parlement pour pouvoir gouverner seul. Ce qui fait qu'en Argentine, vous avez une coalition entre justement le parti de Milei, la Libertad Avanza, et la coalition Juntos por el Cambio, qui incarne plutôt la droite traditionnelle. Dans la plupart de ces pays, en fait, si vous voulez, ces droites traditionnelles accepter d'une manière ou d'une autre de se marginaliser un peu de la sphère électorale. Et beaucoup, ils ont pour dénominateur commun aussi l'aversion pour la lutte contre le changement climatique. La plupart, ou pas tous. Vous voulez dire l'opposition à la lutte? Javier Milei, par exemple, tout pour l'économie, rien que pour la planète. Ça, c'est quelque chose qu'ils partagent en commun. C'est quelque chose effectivement qu'on retrouve dans tous ces dirigeants-là, parce que même si on prend, ça c'est évidemment le discours qui est porté par Milei, Bolsonaro en portait un peu la même chose en expliquant que du coup c'était aux Brésiliens de gérer l'Amazonie et pas à des instances internationales de leur indiquer comment il fallait faire, justement pour appuyer un peu les secteurs qui l'ont appuyé électoralement, c'est-à-dire l'agro-business, le secteur minier, etc. Et même la SPLA en Colombie a porté un peu le même discours, puisqu'une des premières mesures qu'il a mis en avant, c'était de remettre en route la fracturation hydraulique, qui avait été interdite par Petro, qui était une des premières mesures adoptées par Petro. On retrouve la même doctrine, on va dire. Alors, le racisme, on va y venir, parce qu'il y a eu évidemment pendant cette Coupe du Monde de football des affaires, on en parlait ici même la semaine dernière, après les propos de la sénatrice du Paraguay qui a lancé une violente charge contre Kylian Mbappé. Alors, ce qui est frappant, Gaspard Estrada, elle n'est pas d'extrême droite, elle est membre du Parti libéral, radical authentique, qui est classé au centre droit et qui fait partie de l'international libéral. Comment expliquer que dans un pays comme le Paraguay, Celeste Amarilla puisse tenir de tels propos ? Écoutez, moi je trouve ça assez incompréhensible, mais visiblement, non seulement elle a tenu ses propos, mais elle a persisté malgré une déclaration du président du Paraguay qui s'est excusé auprès de la France. Il y a eu aussi une motion du Sénat paraguayen pour condamner ces propos. Absolument, absolument. Et on voit aussi en Argentine, il y a un parlementaire de l'État de Mendoza qui a aussi des propos absolument. Et l'ambassadeur de France en Argentine l'a déclaré persona non grata à l'ambassade de France à Buenos Aires. Mais je pense que d'une manière plus générale, il y a cette désinhibition d'une forme de parole raciste, comme je le disais auparavant, dans un contexte aussi, il faut le dire, de plus grande polarisation, de grande division des sociétés latino-américaines. Et pour donner un peu de nuance justement à ce tableau peut-être un peu univoque d'un virage à droite
de l'Amérique latine, il faudra quand même attendre le résultat des élections au Brésil en octobre, qui est la plus grosse économie de la région, pour savoir s'il y a véritablement ce virage ou si la gauche gouvernera encore le Mexique et le Brésil, et des gouvernements auto-positionnés à gauche. Alors j'avais prévu effectivement de finir par le Brésil qui fait, oui ou non, selon vous, de la résistance. On va y revenir, mais juste une question sur cette question du racisme. Je peux vous prendre aussi ce que dit Enzo Fernandez, joueur de football il y a quelques années encore. Il joue pour la France, mais viennent tous d'Angola, c'est bien, ils savent courir, ce sont des trans comme ceux P de Mbappé. Sa mère est nigériane, son père est camerounais, mais sur le passeport français. Au niveau politique, au niveau de jeunes footballeurs, quel est le problème, sans essentialiser, avec cette question de l'altérité en Amérique latine? C'est assez, oui, c'est vrai que c'est assez déstabilisant et compliqué un peu à analyser, mais effectivement, il y a aussi, je pense que ça s'inscrit aussi dans des processus plus historiques, dans lesquels vous avez des rapports de force dans ces sociétés entre du coup différentes identités qui cherchent à structurer ces sociétés. Et après, effectivement, comme vous dites, c'est des phénomènes qui restent. Tout le monde ne se revendique pas évidemment de ses propos au Paraguay. On le disait d'ailleurs au Paraguay, ça a été désavoué. Le Brésil, le Mexique, alors est-ce que la gauche latino-américaine peut renaître de ses cendres? Alors, moi je pense qu'il y a quand même des éléments aussi assez intéressants. Alors déjà au Brésil, ce qui est assez intéressant, c'est que Lula, évidemment, a dû gouverner avec toute une partie du centre, ou voire du centre droit au Brésil, parce que justement, il a dû créer en fait une coalition suffisamment large pour contrebalancer le poids du bolsonarisme qui reste très important au Brésil lors de la dernière élection. Et il reste crédité de taux de popularité qui sont assez importants parce que en fait, si vous voulez, il a su jouer un petit peu, je pense, d'un rapport de force interne aux élites économiques au Brésil, entre d'une part les élites plutôt de l'agro-business, du secteur minier, etc., qui cherchent à revenir en fait à une spécialisation dans l'exportation de matières premières non transformées, et une élite qui a plutôt tiré profit des premières présidences Lula et Dilma Rousseff qui ont conduit à un début d'industrialisation en fait de la structure politique brésilienne. Voilà, et donc en fait ces élites industrielles ont plutôt intérêt à ce que Lula reste au pouvoir. Donc je pense que ça peut jouer aussi en faveur de Lula, et ce qui fait que dans les intentions de vote, il reste encore légèrement devant Flavio Bolsonaro, donc le fils de Bolsonaro qui prendrait la suite lors de cette présidentielle, mais ça reste très serré effectivement. Ça reste serré, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup Vincent Harpoulet et merci Gaspard Estrada de nous avoir donné des clés de compréhension donc sur ce virage politique ces derniers mois et ces dernières années en Amérique latine.